Bonjour et bienvenue sur Monaco Info, présentation de cette nouvelle édition en images. La New Generation a rassemblé une fois encore de nombreuses personnes sous le chapiteau de Fontvieille. Le palmarès de cette troisième édition dans ce journal. Coup de projecteur sur le livre d'Hélène Basselier-Voller, Air France, la légende en légende. Nous prendrons ensuite la direction de Paris pour découvrir le concert d'ouverture du Printemps des Arts qui fête cette année son 30e anniversaire. Nous apprenons avec tristesse la disparition de Michel Pastor. Cette figure de la principauté est décédée ce dimanche des suites d'une longue maladie. Il avait 70 ans. Les travaux publics, le sport ou encore le monde des arts, Michel Pastor avait de multiples facettes. Michel Pastor s'était illustré par la construction du Garden House et plus récemment du Novotel. À lui seul, il possédait le Columbia ou le Houston Palace, héritage de son père Gildo Pastor. Et avec Jean-Michel Wilmotte, un des architectes de renommée mondiale, il a également assuré la maîtrise d'ouvrage de la tour Monte Carlo View, jardin exotique. Et il s'était investi récemment dans le projet de la tour Giroflée dans le quartier Saint-Roman. Mari et père attentionné et très présent, cet homme passionné avait nommé sa fille Delphine, à l'âge de 28 ans, à la présidence du groupe John Taylor, un groupe qu'il racheta dans les années 2000 et qui s'est spécialisé dans l'immobilier de haut de gamme. Michel Pastor a aussi été président de l'AS Monaco Football Club de 2004 à 2008, fondateur et président de la Chambre de développement économique, président du Grimaldi Forum jusqu'en 2004. Il fut aussi consul honoraire du Pérou et président de la Maison de l'Amérique latine. Grand collectionneur d'art, Michel Pastor avait été décoré en avril 2011 des insignes d'officier de la Légion d'honneur. Il était également commandeur dans l'ordre des Grimaldi et l'ordre de Saint-Charles. Soucieux des autres, Michel Pastor soutenait avec sa femme Catherine de nombreuses associations caritatives. Michel Pastor avait deux passions, sa famille et son pays. Il laisse le souvenir d'un homme généreux qui marquera la principauté de son empreinte. Ses obsèques auront lieu cette semaine en principauté. Les jeunes artistes du festival New Generation ont présenté la troisième édition ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Un spectacle de cirque exceptionnel et à l'image des adultes, reportage. Un show digne des plus grands. Seule la taille et l'âge les différenciaient des adultes. Ces jeunes artistes en herbe ont impressionné par leur talent et leur fougue. Sous les yeux de leur présidente, Pauline Ducruet, et de la présidente d'honneur, sa maman, la princesse Stéphanie, ces graines de stars ont interprété durant tout le week-end leur numéro avec une détermination juvénile. C'est ainsi qu'ils ont présenté au public venu en masse sous le chapiteau de Fontvieille un spectacle exceptionnel. Dimanche soir, la remise des prix a récompensé ces jeunes artistes du cirque. Le Junior d'or a été remis aux Diaz Brothers. Nous sommes vraiment très émus. Le plus difficile dans notre numéro était de réussir les figures et d'être devant autant de monde. Le public était vraiment super, il nous a beaucoup encouragés. Si un seul Junior d'or a récompensé le meilleur talent, 4 juniors d'argent et 3 juniors de bronze ont été remis. C'est une surprise parce qu'on a eu un souci, une blessure pendant le premier spectacle. Donc le deuxième et le troisième étaient assez durs et avoir ça à la fin, ça récompense toute la douleur de ce petit jeune homme là. C'est génial. Je ne sais pas quoi dire, c'est encore mieux que ce que l'on pouvait imaginer, c'est de la folie. 18 numéros au total ont été présentés ce samedi et ce dimanche sous le chapiteau de Fontvieille. Des numéros jugés par un jury international et par un jury junior composé de jeunes élèves de la principauté. Alors qu'est-ce que vous aimez au cirque ? Les acrobates, ce qui est difficile. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai préféré le monsieur avec le diabolo et le jongleur. Alors, est-ce qu'ils étaient bons tous ? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré ? Moi, j'ai aimé le diabolo et le jongleur. Et les animaux, ils sont comment ? Joli. Moi, j'ai aimé les perchistes et les éléphants. Et alors, on se sent responsable quand on est jury junior ? Oui, ça fait bizarre de juger alors qu'on est enfant. Et
Équilibristes, acrobates, clowns, dresseurs d'animaux ou encore jongleurs, des enfants et des adolescents qui ont montré des qualités exceptionnelles pour cette 3e édition de la New Generation en Principauté. Un bilan positif pour l'exposition Grace Kelly qui se tient à Philadelphie depuis le mois de novembre aux États-Unis. 3 mois après son ouverture, l'exposition a attiré 83 000 visiteurs. Après Toronto et Montréal, il s'agissait de sa 3e présentation, démarrée en 2007 à Monaco au Grimaldi Forum. Cette exposition a été vue par plus de 800 000 visiteurs dans le monde. Après Philadelphie, l'exposition quittera le continent américain pour se rendre aux Pays-Bas l'été prochain. Je vous propose à présent de partir à la découverte de l'histoire d'Air France. Hélène Basselier-Voller vous parle de la célèbre compagnie à travers un album photo légendé. Cet ouvrage vous est présenté par Cyrielle Daguenot. Ce n'est pas un simple livre sur l'aviation, c'est un voyage. À travers 500 illustrations, Hélène Basselier-Voller nous raconte l'histoire d'Air France. Avions, aéroports, uniformes, affiches publicitaires sont classés de façon chronologique pour le plus grand plaisir de tous. L'idée, c'est que toutes les générations puissent le lire ensemble, que le grand-père puisse dire à son petit-fils, ben voilà, moi j'ai pris tel avion dans telle année, voilà comment ça se passait à ce moment-là. Je voulais vraiment qu'il y ait un partage et que tout le monde puisse s'approprier les époques, les avions, on parle de l'architecture, on parle des uniformes. Il y a aussi toute une dimension féminine que j'ai voulu mettre en avant. Je voulais aussi justement que les femmes puissent un petit peu aller s'immerger dans cet univers et donc ça se veut très grand public. La part du rêve est présente tout au long de cet album. Chaque époque respire un charme unique. La dernière partie du livre est consacrée aux passagers, un chapitre qui allie style et insolite. Je voulais là encore que des enfants qui lisent le livre puissent aller voir tous les petits animaux qui étaient transportés, le Père Noël, les stars. Il y a énormément de choses qui sont très très belles parce que dans les années 50 et 60, Air France a constitué une grosse collection de photos de stars qui embarquaient et qui débarquaient des avions Air France. Donc là, il y a quelque chose de superbe. Alors j'en ai choisi certaines, dont une de la princesse Caroline de Monaco qui est petite et qui descend d'une caravelle, qui a environ 8 ans et que je trouvais très jolie. Air France, la légende en légende est un livre d'une rare élégance à l'image de son auteur, mais surtout un bel hommage pour les 80 ans de la compagnie française. Pour célébrer le 30e anniversaire du Printemps des Arts de Monte-Carlo, Marc Monet a organisé un concert d'ouverture au Théâtre des Champs-Élysées de Paris. José Sacré y était, son reportage. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo à Paris, dans l'une des salles les plus prestigieuses, le Théâtre des Champs-Élysées, pour fêter le 30e anniversaire du festival. Je crois que c'est important que pour le festival soit connu partout. Et nous travaillons en ce moment avec une personne qui est chargée chez nous au festival de l'extérieur, c'est-à-dire de l'étranger. Et nous allons avoir une conférence de presse bientôt à Berlin et à Londres. Donc c'est cette volonté de faire venir le public extérieur à Monaco. C'est la démarche, je dirais, très simple. Au programme de ce concert, Beethoven avec la sonate au clair de lune, la pastorale numéro 15 et la sonate numéro 29 Hammerklavier, interprétée par François-Frédéric Guy. C'est un beau cadeau de jouer ici. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus que de jouer cette musique au Théâtre des Champs-Élysées, c'est ce qu'on peut souhaiter de plus. Et il ne faut pas oublier que j'ai donné ma première intégrale des 32 sonates au Festival du Printemps des Arts en 2008. Et que c'est vrai que depuis, avec Marc Monet, on a tissé des liens d'affection, d'amitié, des liens de musique, des liens artistiques au plus noble sens du terme. Et puis voilà, on est maintenant ici pour célébrer le 30e anniversaire du festival. C'est formidable. C'était aussi l'occasion de présenter les 32 sonates qui ont été enregistrées en public à l'Arsenal de Metz, dans la collection du Printemps des Arts de Monte-Carlo, bien sûr, chez Zigzag Territoire.
Alors ce sera un bon souvenir pour tous ceux qui vont assister à cet événement à Monaco dans le cadre du Printemps des Arts, où vous revenez cette année. Mais oui, et alors là, on va mettre le feu au sens propre à l'auditorium, parce que nous allons jouer le Prométhée de Scriabine avec des couleurs. On va dans la salle, oui, clavier de couleurs, ça va être fou avec des chœurs, du piano, ça va être psychédélique cette année. Voilà pour l'ensemble de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de passer en revue la carte météorologique. Mardi, un temps médiocre, des nuages et de la pluie par intermittence, accompagnés de timides percées du soleil. Des températures fraîches mais conformes à la saison, comptez 10 degrés le matin et 12 au meilleur moment de la journée. Mercredi, des nuages de pluie encore présents durant une grande partie de la journée. Les instants ensoleillés seront très courts, peu de changements du côté des températures. Jeudi, le ciel se dégagera et le soleil refera enfin son apparition. Et quant à vendredi, une nouvelle détérioration du temps est à prévoir, de nouveau de la pluie et de rares éclaircies. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et comme tous les lundis, retrouvez votre actualité sportive, présentée cette fois par Frédéric Hélion. Pas de football au Louis II ce week-end, mais un tournoi de rugby, la 4e édition du Challenge Sainte-Dévote organisée par la Fondation Princesse Charlène et la Fédération monégasque de rugby. 7 équipes étaient regroupées, une compétition avec des joueurs de la catégorie U11. Reportage. Le bouclier de Brennus et la H-Cup décernés respectivement aux champions de France et champions d'Europe de rugby. Ces deux trophées mythiques étaient à Monaco samedi à l'occasion de la 4e édition du Challenge de Sainte-Dévote. Une compétition organisée par la Fondation Princesse Charlène en collaboration avec la Fédération monégasque de rugby. 7 équipes de la catégorie U11 moins de 11 ans se sont affrontées toute la journée. Des jeunes joueurs venus d'Espagne, d'Italie ou de Luciana en Corse. Ce samedi, c'était la grande fête de l'Ovalie au Louis II en présence de la princesse Charlène. Objectif du tournoi, développer et transmettre les valeurs du rugby. Ça a été créé avec le jumelage entre Luciana et Monaco. L'invitation, il y a 5 ans maintenant, du rugby monégasque en Corse et le début d'une grande histoire d'amitié pérenne. C'est la deuxième année en fait qu'on sponsorise ce très beau tournoi. Tout d'abord les valeurs du rugby, un sport extraordinaire, c'est une école de vie pour ces enfants. Aujourd'hui des enfants de 11 ans et en fait des personnes handicapées aussi. Et donc ils ont vu tout ça, qui ont mis en pratique ces belles valeurs. Et donc vraiment ça colle complètement avec ce que la Fondation veut faire. 2 compétitions au programme, le Challenge Sainte-Dévote opposant traditionnellement Monaco à Luciana. Cette année, ce sont les jeunes Corses qui l'ont emporté par 3 essais à 0. Luciana fait même coup double en remportant le tournoi aux dépens d'Imperia en finale grâce à cet essai inscrit dans les toutes dernières secondes. Les jeunes rugbyman en herbe ont pu croiser leurs idoles puisque certains pros étaient présents Louis II samedi. Pour moi, il n'y a pas mieux, le rugby c'est ça. Moi j'ai commencé quand j'avais 4 ans. C'est mes amis, ma vie, c'est le rugby, c'est les valeurs, c'est tout. Je pense que c'est super important. Et maintenant, nous qui on a eu la chance de peut-être arriver à jouer un peu plus haut, de venir là et d'être avec les enfants, parce que pour moi, il n'y a pas mieux. Parallèlement au challenge, des ateliers pédagogiques étaient prévus pour de jeunes handicapés, ateliers encadrés par les U15 monégasques. Il y avait des ateliers où on pouvait commencer à faire des petits appuis et des petits crochets. Après, on les faisait aplatir le ballon derrière une ligne. C'est bien parce que les enfants qui sont handicapés, ils ne peuvent pas faire ça tout le temps, tandis que nous, on peut le faire. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse transmettre aux handicapés notre passion. Et si ça leur fait plaisir, tant mieux. Hein. La journée s'est terminée par la traditionnelle remise des récompenses en présence de la princesse Charlène et Paul Masseron, conseiller de gouvernement pour l'intérieur. Monaco termine le tournoi à la 6e place, tandis que Luciana remporte les 2 compétitions. Et je vous propose à présent de jeter un œil sur vos autres résultats sportifs du week-end. En basket, Monaco continue de dominer le championnat de N1. Victoire 82-66 à La Rochelle samedi. Le tout sans d'Éric Obazoan. La SM reste leader devant Angers avec 17 victoires et 2 défaites.
Victoire également pour les handballeurs monégasques samedi, 6e succès de la saison acquis face à Fréjus, 33-26. Monaco est 5e de sa poule en N2. Et enfin en volley, Monaco s'est incliné samedi pour la 3e fois de la saison en N2, 3-7 accrochés, mais défaite 3-7-0 à Saint-Égrève. Les joueurs de Dragan Pezelj glissent à la 4e place au classement. En tennis, il y avait de la Coupe Davis ce week-end avec le premier tour. Dans le groupe 2, l'Afrique du Sud accueillait Monaco. Une rencontre difficile et complexe pour les Rouges et Blancs qui se sont finalement inclinés 3-2. Fabien Bonilla et Thomas Deus étaient sur place. Voici leur compte-rendu. Une rencontre complexe pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'altitude. Nous sommes à l'Irene Country Club, situé à Centurion, près de Johannesburg et Pretoria. Ce club est à 1600 mètres de hauteur. Les efforts sont donc plus durs à fournir et les balles rebondissent beaucoup plus. Complexe également parce que c'est une surface rapide qui convient mieux aux joueurs sud-africains. Et enfin, dernière complexité, nous sommes en été, il fait chaud et moite. Le premier match oppose le Sud-Africain numéro 1, Eric de Wurst, 170e à l'ATP, face au numéro 2, le représentant monégasque Romain Arneaudo, 21 ans, 528e joueur mondial. Pour sa première participation à une Coupe Davis, Romain réalise un excellent match. Il est volontaire, pugnace, il ne lâche rien, il donnera tout ce qu'il a. Lui qui a du mal à finir les matchs trop longs, il l'emportera en 5-7. Une belle surprise, Romain ramène le premier point à Monaco. Je suis super fier de moi parce que j'ai toujours eu du mal à finir des matchs en 3-7 parce que j'avais des problèmes physiques. Et là, mon premier match en 5-7, il fait chaud, on est en Afrique du Sud. Je joue contre un mec qui joue bien, il est largement mieux classé que moi. Et putain, je domine et j'arrive à finir le match, je suis super fier de moi. Quand j'avais dit qu'il y avait des beaux moments en Coupe Davis pour ce week-end, c'est vrai que c'est super, hein, je suis content. Deuxième rencontre, Benjamin Balret, numéro 1, face à un jeune joueur sud-africain, Nick Scholz, 22 ans, il s'entraîne dans une université américaine. Benjamin aura du mal à rentrer dans la partie, son adversaire a un très bon service. Benji perd le premier set, 7-5. La nuit tombe, la partie s'arrête au deuxième set, alors que Benjamin mène 3-1. Le lendemain, il perd son avance. Et le deuxième set, Benjamin se redresse, il empochera les 2 sets suivants. Le Monégasque s'incline au 5e et perd donc la rencontre. Un partout entre les deux pays. Place au double, d'un côté Thomas Auger et Guillaume Couillard, et de l'autre une paire sud-africaine, dont un des joueurs, Raven Clarkson, vient quelques jours plus tôt de se hisser jusqu'en finale du double à l'Open d'Australie. Il est en pleine forme. Les Monégasques ne peuvent pas faire grand-chose malgré une très belle remontée. Guillaume et Thomas empochent le 3e et 4e set. Ça ne suffira pas, ils perdront le match également en 5-7. Le score 2-1 pour les Sud-Africains. Monaco n'a plus le droit à l'erreur. Dimanche, les deux numéros 1 s'affrontent, Benjamin Balret et Eric de Wurst. Le Sud-Africain, joueur de surface rapide, mettra la pression constamment sur Benjamin. Malgré de beaux échanges et de beaux points de Benji, cette partie se déroulera en 3-7 en faveur d'Eric de Wurst. 7-6, 6-2, 6-3. L'Afrique du Sud est qualifiée pour les demi-finales de ce groupe 2. Benjamin est un joueur de terre battue. La terre battue permet d'avoir plus de temps de s'organiser et Benjamin est un gars qui est très solide en tapant très fort, mais il lui faut du temps. Quand il n'a pas le temps contre des joueurs comme ça sur surface rapide qui mettent la pression tout de suite sur le service et qui tapent très fort, il n'a pas le temps de s'organiser. Il y a des regrets là aujourd'hui ? Oh, écoutez, des regrets, on peut toujours avoir des regrets, hein. Même si nous avions gagné au premier jour, disons le deuxième match à 2-0, il aurait fallu gagner le double contre une équipe plus forte. Il aurait fallu que Benjamin gagne ce match. Si Benjamin ne gagnait pas, il fallait que Romain gagne. Ce qui n'était vraiment pas évident, la route aurait été même très longue. Les Monégasques ont pourtant bien joué, les rencontres se sont quasiment toutes déroulées en 5-7, mais il y avait plus fort en face. Prochaine étape capitale, un match de barrage en avril qui devrait se dérouler en Norvège. Le vainqueur se maintiendra dans le groupe 2 et le perdant descendra d'une division pour évoluer dans le groupe 3. Et nous reviendrons très prochainement sur cette rencontre sur Monaco Info. Vous étiez peut-être du côté de la salle des étoiles samedi pour le Monte Carlo Boxing Bonanza, une réunion de boxe organisée par la SBM et Golden Gloves. 5 combats au programme, dont celui opposant Golovkin à Adama. Regardez le résumé de cette soirée de boxe.
from Monaco, Hugo Micallef. Monaco, temple du noble art. Samedi soir, la salle des étoiles accueillait le Monte Carlo Boxing Bonanza, réunion organisée par le casino de Monte Carlo et le promoteur sud-africain Golden Gloves. Au programme, 5 combats précédés d'un combat amateur, celui du jeune boxeur monégasque Hugo Micallef, opposé au Toulousain Imed Ziani, un boxeur plus âgé et plus lourd qu'Hugo. La première reprise est à l'avantage de Ziani qui casse systématiquement la distance et avance en permanence sur Hugo. Dans les deuxième et troisième reprises, le monégasque procède à quelques ajustements. Il est plus précis et arrive à toucher son adversaire et reculer pour esquiver les contres. Hugo Micallef s'impose finalement dans un combat qu'il qualifiera comme le plus difficile de sa jeune et prometteuse carrière. Hugo Micallef. C'est rare que je rencontre des adversaires qui avancent autant sur moi. Ça m'est déjà arrivé, mais lui c'était vraiment autre chose que d'habitude. Très, très offensif. Donc j'ai dû m'adapter. La meilleure façon de m'adapter, c'est celle que Juan González, mon entraîneur, m'a demandé de faire, c'est-à-dire donner des coups, partir, pas de retrait, revenir pour le mettre dans le vent en fait. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, ça a plutôt bien marché, d'ailleurs j'ai gagné grâce à ça. J'aurais pas fait ça, j'aurais pas gagné, comme faut une tactique à chaque combat et c'était la tactique du combat, donc voilà. Place ensuite au combat comptant pour le titre continental des poids mi-moyens WBA. Le Russe Roman Belayev l'emporte sur décision unanime des juges face à l'Irlandais Byrne. Victoire également pour Ray Loreto contre le Sud-Africain Joey pour le titre de champion du monde IBO des poids coqs et Dilunga Makabu face à l'Argentin Rubel Angel Mino dans un combat international lourd léger. 2 victoires acquises par KO respectivement dans les 3e et 2e reprises. Le combat le plus accroché et intense de la soirée aura été celui opposant l'Ukrainien Boursak à l'Australien Fletcher. Fletcher l'emporte finalement sur décision unanime des juges et s'adjuge la ceinture WBA des poids moyens. C'est clairement la plus belle victoire de ma carrière, je suis très heureux. Ce succès va m'ouvrir les portes pour d'autres grands combats. J'espère que ce sera le point de départ de très belles choses. Boursak est un très bon boxeur, très dur, j'ai reçu quelques coups en retard après la cloche, mais je suis resté concentré sur ma boxe, ma stratégie, et au final, c'est moi qui décroche la victoire. De nombreux drapeaux kazakhs étaient déployés pour le dernier combat de la soirée, le plus attendu entre Gennady Golovkin et le Ghanéen Ozumanu Adama. Dès la première reprise, le Kazakh envoie son adversaire au tapis. Plus rapide, plus précis, Golovkin envoie une deuxième fois Adama au sol avant que l'arbitre n'interrompe le combat. 29e victoire en 29 combats, le 26e par KO pour Golovkin, félicité sur le ring par Alexandre Vinokourov, le Kazakh que l'on devrait revoir bientôt en principauté. J'ai envie de revoir Golovkin boxer ici. Nous sommes privilégiés d'avoir un boxeur de ce calibre ici à Monaco. C'est aussi un homme génial. Je pense que vous pouvez déjà annoncer qu'il sera de retour pour boxer ici en juillet contre un très bon adversaire. Actu Sport, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt sur Monaco Info pour faire un nouveau point sur l'actualité sportive en principauté.